j'ai navigué très très vite et j'ai surfé une vague et le bateau il s'est arrêté, mais comme si on roulait avec une voiture à 30 à l'heure dans un mur. Donc c'est un impact violent qui vient de nulle part, donc on n'attend pas de tout ça et j'étais projetée dans le bateau. Mais surtout, j'ai entendu le bruit du carbone, le bateau qui s'explose en fait avec l'impact de cette collision. Donc oui, tout de suite, je savais que c'était quelque chose de très grave qui se passait. Moi, j'étais projetée assez loin, donc j'ai eu aussi, j'ai cassé les côtes, j'ai rendu compte après, mais j'ai eu très mal dans le collision. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Aventure épique. Aventure épique, c'est le podcast qui vous fait vivre dans chaque épisode une aventure en nature hors du commun. Explorateurs illustres, sportifs renommés ou encore simples amateurs, aventuriers du quotidien, Aventure épique est une plongée en apnée, le temps d'une aventure qui va vous tenir en haleine, vous émouvoir et vous inspirer. Les disciplines que vous pourrez retrouver dans Aventure épique, l'alpinisme, l'exploration, l'escalade, le parapente, le vélo, la natation, la voile, le ski et bien d'autres encore. Aventure épique, c'est un nouvel épisode, un mardi sur 2, et le lundi qui précède, un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram, aventureepique.podcast. Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Aventure épique. Des aventures en plein air, à couper le souffle. Bonjour Sam. Bonjour. Bienvenue dans ce 3e épisode d'Aventure épique, le podcast que j'ai le plaisir d'animer qui a pour ambition de partager des aventures en plein air, à couper le souffle. Aujourd'hui, tu vas partager avec nous l'une de tes aventures épiques. Il y en a eu bon nombre, mais on va s'attacher plus particulièrement à ton Vendée Globe 2020-2021. Est-ce que c'est une aventure à laquelle tu repenses souvent ? Est-ce qu'elle fait profondément partie de toi au quotidien ? C'est une des aventures, mais je repense, je dirais pas souvent, mais c'est une aventure qui reste bien en tête, ça c'est sûr. Je pensais que tu aurais une jolie médaille à me montrer aujourd'hui. Là, tu as eu une belle décoration hier. Oui, j'étais décorée chevalier dans l'ordre de mérite, un peu suite à cette aventure de Vendée Globe, parce que sur Initiative K, je navigue pour essayer de gagner les courses, mais aussi en mission solidaire d'essayer de sauver les enfants avec mécénat chirurgie cardiaque. Ça a été un moment émouvant, un moment de fierté pour toi ? J'étais très honorée, un moment de fierté bien sûr, et partagé avec les gens proches du projet, donc c'était encore génial pour ça. C'est la professeure Francine Leca qui m'a décorée avec la médaille, donc c'est une femme incroyable, une rôle modèle, et c'est elle qui a fondé cette association. Donc il y avait des bénévoles, l'équipe de mécénat chirurgie cardiaque et mes partenaires, parce que c'est une médaille que je partage un peu avec toutes ces personnes-là qui rendent cette aventure possible. Sam, en guise d'amorce d'épisode, j'ai pour habitude de me plonger dans l'actualité de l'aventure qu'on va traiter. Donc je tape le mot-clé, je vais regarder dans Google actualité ce qui se passe, et puis je trie un peu dans le résultat et j'en extrais une question. Donc là, qui va être en lien avec le Vendée Globe. Donc au 2 octobre, qui était avant-hier, on enregistre aujourd'hui à Paris le 4 octobre, c'était la date de clôture des candidatures pour le Vendée Globe 2024. Il y a 40 élus. Est-ce que tu sais combien de candidats se sont présentés pour cette édition 2024 ? Là, il y a 44 inscrits pour les 40 places sur le Vendée Globe. Exactement, c'était 37 sur l'édition précédente pour 33 partants. Je ne sais pas si tu avais ce chiffre en tête, bravo. Toi, tu es confiante sur le fait d'être sur la ligne de départ ? Ben oui, bien sûr. Ouais. Oui, je suis confiante. Avec Initiative K, on a un nouveau bateau et j'ai fini la route de Rome, donc je suis bien partie sur mon qualification et la sélection pour avoir une place sur le Vendée Globe, parce qu'il y a tout un système de sélection pour pouvoir partir. Donc j'ai confiance, il faut juste que je prenne le départ d'une course l'année prochaine et c'est bon. Donc on sait où te chercher à peu près au mois de novembre l'année prochaine, on a une vague idée de où tu pourras être. Oui, à mon avis, ça va être à peu près pas loin du chenal des Sables d'Olonne, oui. Sam, est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas tout à fait ton parcours dans les très grandes lignes ? Je suis Sam Davies, je suis navigatrice britannique, mais j'habite en France, en Bretagne. J'ai fait le Vendée Globe 3 fois. Donc le Vendée Globe, c'est le tour du monde sans escale, sans assistance. J'ai fini 4e en 2008-2009. Donc c'est le résultat, je suis le plus fière. J'ai fait d'autres tours du monde aussi, donc une trophée Jules Verne quand j'avais 22 ans. The Ocean Race, donc j'ai skippé à un équipage féminin en 2014-2015. Et récemment aussi, j'ai participé dans une grande étape du Mer du Sud. Cette année, encore sur une Ocean Race. Donc je crois que ça fait 5 tentatives du Tour du Monde
avec quelques-uns réussis. De ma vie, je suis née d'une famille de marins, 2 familles de marins. Donc j'ai 2 grands-pères qui étaient marins professionnels, un grand-père qui était commandant sous-marinier dans la guerre. Il a survécu dans son sous-marin. L'autre grand-père qui avait un chantier naval, qui était passionné par la course au large en bateau à moteur, un peu différente, mais j'ai toujours grandi proche de la mer, près de la mer. Et j'ai eu de la chance aussi d'avoir une super éducation et je suis allée à Cambridge University et j'ai un diplôme d'ingénieur, donc un Master of Engineering de Cambridge. Et puis, oui, maintenant, je suis aussi maman. J'ai un garçon, j'allais dire un petit, mais il est plus petit. Il est grand maintenant, il a 12 ans. Donc j'ai un garçon qui est en 5e, qui est un de mes plus grands fans. Il vient de m'envoyer un petit message pour me féliciter pour ma médaille, en fait. Et ça, c'est des messages qui font plaisir, Ben particulièrement. oui, carrément, oui. On a compris donc tes racines maritimes qui étaient ancrées dans l'héritage familial et puis la culture et l'environnement dans lequel tu as grandi. Toi, c'est quoi les premières images d'aventure qui t'ont bercé? De quoi tu te nourrissais comme référence quand tu étais plus jeune? Plus jeune, j'étais bercée. J'avais eu la chance d'être quasiment immersée parce que on naviguait juste dans les eaux proches des départs et des arrivées du Whitbread Round the World Race qui, maintenant, il s'appelle The Ocean Race, donc une course en équipage autour du monde. Donc, j'ai eu la chance de regarder ces départs et ces arrivées depuis le bateau familial. Et quand j'étais jeune, ça presque, je pense que ça fait rêver encore plus que maintenant, parce qu'il fallait vraiment rêver, parce qu'on voit des bateaux partir et il y avait très peu de contacts. Il n'y avait pas les communications qu'on a maintenant, pas les téléphones satellites. Et du coup, ça laissait beaucoup à l'imagination de voir ces bateaux-là partir. Sachant que peut-être ils vont même pas revenir, on se demandait si il y a quelques-uns qui ont eu des soucis au long de la route. Et puis les voir revenir visiblement fatigués, les bateaux, en disant ces bateaux-là, ils ont fait un vrai tour du monde. Et donc oui, ça m'a fait beaucoup rêver parce qu'il fallait utiliser son imagination à l'époque. Un peu chercher les infos, à lire dans quelques magazines, d'avoir la chance de voir quelques photos. Ça se méritait. Ça m'a passionné, oui. C'était forcément en lien avec la mer ou est-ce que tu as pu avoir d'autres inspirations ou c'était essentiellement ça ton Non, moteur? toujours en lien avec la mer et des bateaux. Pas d'obligation familiale, hein, c'était de mon propre choix. C'est quoi ton premier souvenir conscient de navigation, aussi loin que tu te souviennes? Est-ce que tu as une idée de ton premier moment sur un bateau? Est-ce que tu as pu ressentir? Non. En fait, j'ai pas de premier souvenir en bateau parce que j'ai fait du bateau depuis que mes parents ils m'ont dit que j'avais 2 semaines et ils m'ont emmené sur le bateau parce que je crois que mon programmation, j'arrivais sur le monde pile au moment de la vacance estivale de mes parents qui étaient prévus d'être sur un bateau. Et j'étais emportée avec eux dans mon petit lit. Donc j'ai fait du bateau très jeune et toujours. Donc c'est mes premiers souvenirs, c'est les souvenirs en famille, chez moi, toujours sur les bateaux. Qu'est-ce qui te faisait vibrer? C'était le rapport à l'eau, le plein air? Est-ce qu'il y avait une idée déjà d'un peu de dépassement physique? Est-ce que c'était le fait de partager ça en famille? Qu'est-ce que tu trouvais singulier finalement avec cet élément-là? Je pense que pour moi, il y a un côté famille, plaisir, week-end. Je crois que de partir en bateau, un peu comme partir sur toute aventure en famille, de voyage, ça rapproche la famille, puisque forcément sur un bateau, on ne peut pas partir. Il n'y a pas de réseau, donc ça ramène un peu la famille très proche. Il y a un énorme partage. Ça peut être à double tranchant aussi. Oui, ça se fait bien. ça peut. Il y a un énorme partage des tâches sur le bateau. Donc, j'ai appris à faire de la navigation, à barrer, à régler les voiles, à entretenir le bateau. Donc, c'est sûr, il y a tellement de choses à faire, on ne s'ennuie pas. Donc, une partie de mon envie d'apprendre les choses, de se dépasser un petit peu. Mais oui, c'est plutôt la détente, l'ambiance d'être en famille, la plaisir, un peu la privilège d'avoir ces moments-là avec mes parents, avec ma sœur. Et je vois maintenant, c'est le même, quand j'ai la chance d'aller en croisière en famille, c'est sûr qu'encore plus maintenant, je pense que de partir en bateau, on se déconnecte un peu et ça fait du bien. Comment tu t'imaginais et comment tu te rêvais alors plus tard à l'âge adulte quand tu étais enfant? Tu pensais à ça? Tu disais plus tard, je voudrais être... Non, pas du tout, parce que je pense que quand j'étais jeune, il n'y avait pas la carrière de navigatrice, ça n'existait pas. Les gens qui partaient sur la course au large, c'était plutôt les aventuriers qui prenaient des années sabbatiques ou des longs congés de leur travail normal pour aller faire une course au large. Donc, c'était pas
Non, je rêvais pas de faire ça plus tard quand j'étais grande, mais j'adorais les bateaux et c'était, oui, plus une passion et beaucoup d'intrigue aussi, de vouloir découvrir comment ça marche, un bateau, comment dessiner une voile et d'être toujours proche de la mer. Donc tu avais un intérêt aussi pour la technique et pour les choses plus matérielles, au-delà de l'inspiration et du principe même de naviguer, de prendre le large, il y avait aussi cet intérêt et cette fascination de façon plus opérationnelle. Comment fonctionne un bateau, comment il est construit, comment l'optimiser. Oui, complètement. Donc oui, il y a une côté de passion pour la technique et la technologie et des bateaux. Et c'est peut-être mon côté ingénieur oui, Ouais. qui m'a fait intriguer ça. Et c'est vrai en tant que jeune, au lieu d'avoir les posters des stars, j'ai découpé les photos des bateaux dans ma Tu chambre. ne pouvais pas trouver de groupe de rock dans ta j'étais chambre. plus des geeks de bateaux, oui. Tu l'as mentionné tout à l'heure, ton premier tour du monde en équipage, c'était le trophée Jules Verne en 1998. C'est une de tes premières courses en compétition particulièrement significative. Ça a été un moment fondateur pour toi. Il a été particulièrement marquant dans ton parcours. Oui, je pense que c'est grâce à cette opportunité-là que j'ai fait tout ce que j'ai fait depuis. Je me rappelle Tracy Edwards, le skipper, c'est fait beaucoup, parce que oui, elle m'a offert cette opportunité-là. J'étais très jeune, j'avais pas énormément d'expérience. 24 ans, c'est ça? Oui, je crois que j'avais 23 ans quand on est parti autour du monde. Elle a eu confiance en moi de faire partie de son équipage. Et ça, j'ai beaucoup appris sur le bateau, sur la navigation, sur le parcours. Des galères, des frayeurs. J'ai eu très peur. Des moments incroyables aussi que je n'oublierai jamais. Mais surtout, c'est le fait qu'il y avait ce projet. Donc, Tracy a créé ce projet. Elle a ouvert des portes pour nous, en tant que nous, l'équipage. Et ça m'a lancé dans cette carrière. Tu as le souvenir que c'est toi qui es allé vraiment à la recherche de cette opportunité et de la créer. Tu dis que la porte a été ouverte, mais est-ce que toi aussi tu étais très déterminé et tu t'es battu finalement pour accéder aussi à la possibilité de vivre ça et puis de mettre le pied dans ce premier tour du monde en équipage? Ah oui, bien sûr, parce que à ce moment-là, j'ai faisais mes études, donc ces opportunités-là existaient, j'avais vu et je me suis dit que peut-être c'est possible de faire une course comme ça, d'être dans un équipage, mais en même temps, j'avais pas énormément d'expérience. Donc pour moi, je suis allée chercher de me contacter l'équipage, envoyer mon CV, mais vraiment, je voulais juste aller faire un essai sur le bateau. Tellement c'était incroyable ce bateau-là. Pour moi, de décrocher juste un essai, ça aurait été En soi déjà un accomplissement. Oui, Ouais. exactement. Je cherchais plus à être invitée un jour pour naviguer, pour faire un essai en disant voilà, c'est un premier pas et ça va me faire le réseau un petit peu et juste une opportunité de naviguer sur ce type de bateau est incroyable pour une journée. Mais oui, je suis allée chercher ça. Et puis, quand j'ai fait l'essai, j'ai eu un retour comme quoi que peut-être ça serait bien de refaire un autre essai. Et donc oui, je suis allée à fond pour essayer de décrocher la poste sur cet équipage. Tu t'es installé un peu après en France. Est-ce que c'était guidé par ta passion? C'était une façon de pouvoir mieux l'exprimer, te donner une chance de pratiquer peut-être mieux ou avec des conditions plus favorables? En fait, après ce premier tour du monde en équipage, malheureusement, on a dimaté avant la fin du tour du monde. Donc, on n'a pas eu le record. Mais on était sur le temps de record. À ce moment-là, j'ai eu des opportunités de faire un peu de préparation olympique, de voile olympique. Et j'ai testé ça. J'ai vu que, en fait, la course au large, c'était vraiment mon passion. C'était pas la voile légère ou la voile olympique. Donc, je voulais poursuivre un petit peu la course au large. J'ai vu qu'en France, il y avait pas mal des courses, la Route de Rome, le Vendée Globe, le Mini Transat. La course en équipage réduit ou en solitaire qui n'existait pas en Angleterre. Donc, c'est pour ça que je voulais essayer un petit peu d'avoir grandi sur un bateau et je savais tout faire sur un bateau. En équipage, on a des rôles, donc on s'en occupe de juste une partie, donc soit on règle les voiles, soit on fait la navigation, soit on est numéro 1. Chacun a son expertise. Mais quand on navigue en solitaire, on doit savoir tout faire. Et ça m'intriguait. Je me dis, pour progresser, c'est là où je peux apprendre plus vite parce que je suis obligée de tout faire.
Et déjà d'avoir grandi sur bateau en famille, en fait, je sais tu fais parce qu'en famille, on est obligé de faire tout. Donc, c'est comme ça que j'ai croisé ce monde français. Et le premier pas sur cette petite escalier de la course au large ou la carrière de la course au large en France, c'est le Mini Transat. J'ai pu monter un petit projet Mini Transat, ce que j'ai fait en 2001. Et là, j'ai découvert le monde français, mais j'étais basée en Angleterre. Et je me dis, je veux progresser encore. Et le prochain pas de cet escalier, c'est la Solitaire du Figaro. Donc, j'ai pu monter un projet pour faire ça. Et à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui s'appelle le pôle Finistère course au large. Et tous les meilleurs, ils avaient cet autocollant-là. Je me dis, mais c'est quoi ça? Et j'ai vu que c'était une pôle d'entraînement. Je me dis, si j'ai envie de progresser, il faut que je suis pris dans cette pôle d'entraînement. Donc, je me suis renseignée. Je dis, mais une pôle Finistère course au large, ils vont jamais prendre une anglaise. Mais j'ai tenté ma chance et j'ai envoyé un dossier quand même et j'étais acceptée de venir dans l'équipe à s'entraîner à cette pôle Finistère course au large, à Pôle à Forêt. Et c'est là où je suis un peu déménagée définitivement en France pour m'entraîner. Et du coup, je m'entraîne toujours avec cette pôle, avec mon IMOCA Initiative Car. On va passer maintenant à la rubrique L'Instant Plus. Je te propose de revenir sur certaines expériences, certaines courses les plus significatives de ton parcours. Voilà, l'idée, c'est d'avoir une réponse assez synthétique à chacune de mes propositions. Ta course la plus exigeante jusqu'à aujourd'hui? La course la plus exigeante, je pense que c'est The Ocean Race. Donc, c'est une course autour du monde en équipage. J'ai skippé le bateau Team SCA en 2014-2015. Exigeante parce que c'est très, très long. En équipage, les manœuvres se passent très vite. On a un travail d'équipe à faire. Tout est parfait, parce qu'on est une experte sur chaque poste à bord. Et j'ai beaucoup appris avec les filles avec qui j'ai navigué, qui étaient chacune d'elles des filles incroyables, des navigatrices incroyables. La plus déstabilisante? Le plus déstabilisante, je pense que pour moi, c'était mon Vendée Globe 2012, où j'ai mis beaucoup de temps à monter un projet dans une période pas facile financièrement. Et malheureusement, à Dimata, j'ai pris qu'une semaine de course. Donc, c'est grosse déception pour moi, cette course-là. Celle que tu raconterais en premier à tes petits-enfants, au coin du feu, par laquelle tu commences? On a un peu de temps encore, oui. Voilà, j'ai dit le Vendée Globe. Et Ouais. je ne mets pas une date parce qu'actuellement, j'ai 2 courses, 2 histoires. Donc, je suis très fière et chaque histoire très, très importante. Donc, le dernier Vendée Globe sur Initiative Car, bien sûr, que j'ai fini pas classé. Et puis le Vendée Globe en 2008 sur Oxy, où j'ai fini 4e. Donc, chaque de ces courses-là, très, très fort pour moi. Et puis il y aura tous les autres, tous ceux qui arrivent aussi, que tu pourras leur raconter d'ici là. Celle dont tu voudrais revivre les émotions, si c'était possible. Je pense que c'est pas quelque chose que La course au large, le Vendée Globe, en tout cas, j'ai pas envie de revivre des émotions puisque c'est les courses que j'ai faites et pour moi, c'est super important de vivre sur l'instant et chaque Vendée Globe est tellement différente que quand je prépare ou j'approche une course comme ça, une grande course, donc la prochaine Vendée Globe, je trouve que c'est un piège d'essayer de retrouver les mêmes émotions qu'on a déjà vécues sur un Vendée Globe. Je suis plus à vivre à l'instant et d'attendre l'aventure à venir et essayer de profiter des émotions qui arrivent. Donc, je suis fière de mes aventures précédentes, mais je sais que j'ai encore des belles aventures à vivre, donc je suis pas... Pas dans la nostalgie ou pas... Non, pas trop dans la nostalgie ou la réminiscence de ça. Dernière rubrique, pour continuer à mieux te connaître dans cette présentation. C'est une question en rafale autour du chiffre 1. Donc voilà, l'idée c'est de faire un petit pas de côté par rapport à tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui jusqu'à maintenant. Si tu pouvais vivre dans un univers fictif qui était tiré d'un film ou d'un livre, voilà, un univers qui te touche, lequel tu choisirais? À Noël dernier, j'avais emmené mon fils, on est allé voir Avatar ensemble. Okay. Et on s'est dit que ça aurait été C'était assez cool de vivre là-dedans et dans les arbres, pouvoir voler dans les arbres ou sous l'eau, dans la nature. Tu serais bleu ou pas? Tu te verrais en bleu? Plutôt bleu, oui, bleu. Ouais, Et okay. moi, j'ai beaucoup fait de natation quand j'étais jeune, donc je rêve de pouvoir nager sous l'eau sans besoin de respirer.
Ça, c'est un peu un rêve pour moi. Si tu étais une émotion. Émotion, plutôt la joie. Ok, ça se voit. Ça ment pas. Les auditeurs peuvent pas le constater, mais en tout cas, beaucoup de sourires depuis le début de notre échange. Si tu pouvais te téléporter là maintenant, alors tu aimes bien être ancré dans l'instant, dans le moment, donc je suis sûr que tu es très contente d'être à Paris là aujourd'hui. En plus, tu peux pas prendre de train pour rentrer chez toi, donc tu es coincé à Paris. Mais en même temps que tu puisses te téléporter. Est-ce que je peux prendre un aller-retour? Ouais, bah oui. Ouais, t'inquiète, je m'en occupe. Si tu proposes ça, je te Ouais. fais revenir aussi. Ouais, je Du fais coup, j'aimerais bien aller à Cap Horn. Donc, c'est un endroit un peu mythique pour les navigateurs. En plus, on parle d'aventure. Et, j'ai des super souvenirs. J'ai passé le Cap Horn en équipage cette année, le mois de mars. Et c'était j'ai passé plusieurs fois, mais là, c'était vraiment le meilleur fois au niveau de... J'ai vu un endroit magnifique. Ça m'a vraiment donné envie d'explorer du côté de la Terre. Donc, c'est un endroit mythique. Déjà, en tant que navigateur, c'est un privilège de pouvoir passer le Cap Horn. Mais souvent, on n'a pas trop envie à ce moment-là de toucher. On a envie de partir et de barrer très vite. Et j'aimerais bien un jour aller peut-être avec un petit peu plus de confort et découvrir le Cap Horn. Et surtout, il y a des gardiens de phare vraiment sur l'île au bout. Et ça aurait été incroyable d'aller voir cette famille et visiter. Alors, je vais programmer la téléportation. Tu veux rester combien de temps que je calcule bien pour le retour? Ouais, je pense que ça prend quelques jours parce que c'est un endroit assez vaste et je pense que le transport est pas tout simple là-bas. Donc, je prendrai quelques jours, une dizaine de jours quand même. Je te programme 4-5 jours là-bas. Si tu avais un super pouvoir, lequel ce serait et puis comment tu l'utiliserais? T'en ferais quoi? Un super pouvoir, je pense que si j'avais des doigts magiques à pouvoir aider les enfants qui sont malades, donc moi qui soutiens mécénat chirurgie cardiaque, et on voit que dans certains pays, il n'y a pas la possibilité de soigner comme on a la chance en France, donc d'avoir les Magic Fingers pour soigner les enfants. Un mot pour décrire ta vie jusqu'à aujourd'hui? Là, j'hésite entre la chance ou le privilège. Et je pense toujours que j'ai eu de la chance au niveau de l'éducation, les opportunités, donc le pays où je vis. Donc, plutôt un privilège. Et c'est pour ça que j'ai essayé de partager un maximum les aventures, parce que j'ai envie de donner un petit peu au retour pour cette chance. Cette chance-là, elle vient aussi. Il y a beaucoup de travail en arrière-cuisine. Oui, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, mais oui, c'est sûr, il faut être motivé de vivre ce que je vis. Sam, on va s'attacher maintenant donc, à ton Vendée Globe 2020-2021. C'est une aventure qui est intimement liée à ton partenaire Initiative Cœur que tu as commencé à mentionner tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous expliquer dans quel contexte vous allez rencontrer et puis pourquoi cette cause a à ce point-là résonné chez toi? Moi, j'avais rencontré le projet Initiative K. J'étais voisin de ponton de Tanguy de la Motte qui a créé le projet en 2009 et son premier Vendée Globe était en 2012. Moi, j'étais fan tout de suite parce que c'est quelque chose, j'ai toujours adhéré au fait que le Vendée Globe, c'est une course qui est longue. On a les bateaux qui sont grands, donc il y a l'espace et le temps pour passer des bons messages. Et j'ai toujours essayé aussi de soutenir les causes et passer les messages en même temps que de partage de l'aventure. Donc j'ai découvert ce projet comme ça. Et puis quelques années plus tard, Tanguy m'a invité de venir naviguer avec lui en double sur le bateau Initiative K, sur la Transat Jacques Vabre. Et là, j'ai découvert de plus profond le projet, comment ça marche, et puis l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, des familles d'accueil. En fait, les familles d'accueil, les enfants. Je suis allée au bloc pour voir une chirurgie à cœur ouvert qui est très impressionnante. Je vois exactement où va l'argent et pourquoi. C'est un petit association, mais qui fait les choses très concrètes. Donc, c'est facile à défendre et facile d'être ambassadrice de quelque chose quand on vit pleinement dedans. À ce moment-là, j'étais convaincue par cette association. En plus, à ce moment-là, j'étais jeune maman, touchée peut-être encore plus par les enfants malades. J'ai de la chance, mon fils est en bonne santé. Je vois que ça, c'est pas un choix qu'on fait si on a un enfant malade ou pas. Ça, c'est vraiment pas de chance. Et j'étais motivée de m'investir à fond pour aider cette association et les familles qui ont besoin de nous. Est-ce que tu pourrais expliquer le principe de financement là, qui avait été mis en place dans le cadre de ce Vendée Globe pour qu'on comprenne plus précisément comment venir en aide et puis de façon très concrète combien ça coûte de pouvoir faire venir un enfant
d'Afrique. Donc le projet Initiative K en concret, comment ça marche? Donc c'est le bateau Initiative K. Je fais pas que le Vendée Globe, les grandes courses de la classe IMOCA. Donc tous les ans, il y a une grande course. Pendant chaque grande course, on lance l'opération Un clic, un cas. Donc c'est là où, pour chaque nouveau follower sur les réseaux sociaux de Initiative K, du projet, mes partenaires, Initiative Kailan et Vinci Energy, ils donnent 1 euro pour la cause. Pour chaque nouveau follower. Donc, chaque fois, moi, je poste une vidéo, il y a un peu plus de monde qui arrive. Donc, il faut que moi, je partage beaucoup. Il faut que je navigue bien, parce que si on est bien placé dans le classement, ça marche bien aussi. Comme ça, c'est gratuit pour le public de m'aider à sauver les enfants. Et c'est grâce à la générosité de mes partenaires qu'on lève l'argent pour sauver les enfants. Chaque fois, on arrive à 12 000 euros. Ça, c'est combien ça coûte pour sauver la vie d'un enfant. Donc, à 12 000 euros, il y a l'équipe de mécénat chirurgie cardiaque qui vont appeler une famille et ils vont annoncer la bonne nouvelle à cette famille-là que leur enfant peut venir en France pour avoir la chirurgie qui va sauver sa vie. Et là, il vient en France dans une famille d'accueil, bénévole aussi. Donc, il y a beaucoup de bénévoles autour de cette association pour sauver les enfants. Un projet de Vendée Globe, ça se construit combien de temps à l'avance? Ça se dessine, j'imagine, plusieurs années avant. À quel moment tu as su, par exemple, que tu serais là cette année, dès la fin du précédent Vendée Globe, tu sais que l'année prochaine, tu y seras? Ou c'est un long cheminement, il faut trouver l'envie, il faut construire peut-être au gré des autres courses aussi? Est-ce que ça reste un Graal absolu, le Vendée Globe? Le Vendée Globe, ça court tous les 4 ans. C'est un peu comme les Jeux Olympiques. L'idéal, c'est qu'on enchaîne d'un Vendée Globe quand on commence à préparer le prochain. Donc, le plus de temps qu'on a pour préparer la course, le mieux c'est. Donc, idéalement, c'est un cycle de 3 ans et demi pour préparer le Vendée Globe. Et là, j'ai eu de la chance parce que en 2017, quand Tanguy a fini son Vendée Globe 2016-2017, lui, il a décidé de prendre sa retraite et il m'a proposé de prendre la barre du bateau. Donc, c'était à ce moment-là que j'ai eu la chance d'avoir le temps de préparation idéal pour préparer le Vendée Globe 2020, tranquille, avec un super bateau pour me lancer sur cette course. C'est quoi les grands cycles? Est-ce qu'ils sont faciles à identifier ou il y a plein de sujets qui sont menés en parallèle dans le cadre de cette préparation-là, en termes de financement, en termes de technique, en termes de préparation physique, en termes de courses qui viennent s'entremêler à tout ça? Oui, il y a une partie calendrier de course parce qu'on n'a pas que le Vendée Globe. Tous les ans, il y a une grande course. Cette année, il y a la Transat Jacques Vabre, qui est une course en double qui va traverser l'Atlantique. Départ à la fin du mois. Exactement, départ fin octobre. Il y a tous les 4 ans aussi à la Route de Rome. Donc ça, c'est tous les 2 ans après chaque Vendée Globe. C'est les Jeux d'hiver. C'est oui, alterné exact, avec les Jeux d'été. c'est un peu près ça. Puis il y a des plus petites courses qui sont un peu moins connues, qui se passent pendant l'année, soit en double, soit en solitaire, soit en équipage. Il y a un peu une mélange de toutes courses. Il y a même une course autour du monde en équipage aussi qui se rentre dans le calendrier. Donc, on a beaucoup de courses à faire qui nous aident à enquiller de l'expérience et à tester nos bateaux, fiabiliser nos bateaux. Parce qu'on ne peut pas juste partir sur un Vendée Globe avec quelque chose qui n'est pas testé et fiabilisé. Et surtout que c'est une course sans escale, sans assistance. Donc, on doit être complètement autonome une fois on est parti. Toutes les autres courses, c'est les courses en soi-même, avec des classements en soi-même, mais ça sert un petit peu comme répétition, préparation, Vendée Globe. On pense toujours dans un coin de la tête le Vendée Globe, le prochain qui va arriver dans 2 ans, dans 1 an, selon la période. Et donc, chaque année, on s'adapte aussi. Le reste de la préparation de la course, la grande course de l'année, donc pour la préparation physique, mentale, avitaillement, nutrition, la préparation technique du bateau, les spares qu'il faut embarquer sur le bateau, les outils. Donc, il y a jamais assez de temps dans la journée pour tout faire. Il n'y a pas assez de jours dans la semaine et pas assez de semaines dans l'année pour préparer. On passe notre temps à faire des listes avec des priorités. Rouge, orange, jaune. Les priorités, les compromis pour essayer de tout faire, de préparer au mieux avec le temps qu'on a, les moyens qu'on a et aussi l'équipe qui est autour de soi. Parce que bien sûr, je ne fais pas ça tout seul. J'ai la chance d'avoir une super équipe technique qui travaille avec moi pour préparer le bateau. Est-ce que la course, c'est la finalité en soi ou est-ce que le plaisir de naviguer,
il est au-dessus de tout, ou est-ce que tu as besoin de cette motivation d'aller te confronter, d'aller essayer de faire le mieux possible dans le cadre d'une compétition? Oui, bien sûr. Moi, je suis un peu compétitrice, donc j'adore la course, le classement, d'essayer de faire le meilleur que possible, mais avec qui je suis, ce que j'ai. Donc, c'est la compétition qui me motive. Mais on a la chance quand même, avec le Vendée Globe, d'être parmi les derniers aventuriers de la planète. Et c'est là où je pense que je vais essayer un peu la voile olympique. Et j'ai bien confirmé que j'ai un petit goût oui, pour le côté aventure aussi. Et pour moi, il faut qu'il y ait les deux. C'est cette combinaison des deux qui me fait passionner. Comment tu vis des périodes oisives? Je ne sais pas s'il y a des temps plus faibles dans ton année au regard de toutes les courses qu'il peut y avoir. Comment est-ce que t'es, toi, une journée un peu plus à la maison, plus calme? Est-ce que tu vis bien avec ça ou est-ce qu'il te manque, tu as besoin de cette émulation? Même dans le quotidien, on a compris que les courses en soi te faisaient vibrer. Est-ce que tu as de la facilité à accepter des temps plus calmes, des temps en famille, des temps de repos? Il n'y a pas assez. Donc oui, j'aime bien ça, mais j'ai de la chance aussi, j'habite en Bretagne, proche de la mer, j'adore la mer, donc si je suis pas sur mon bateau, je suis soit dans l'eau en train de nager ou sur une planche de surf ou essayer de faire le wing, il y a toujours les choses à faire, ou même juste les balades côtières autour des îles, j'adore ça, et je suis le temps tranquille à la maison. Peut-être un peu moins, mais quand j'ai du temps pour profiter de où j'habite avec mon fils et mes amis, oui, j'adore ça. Combien de temps tu tiens dans un canapé? 5 minutes? 1 heure et demie? Pas très longtemps en ce moment, mais oui, c'est important aussi. Mais je garde ça plutôt pour quand il pleut. Parce qu'en Bretagne, il pleut quand même un peu. Et je peux aussi trouver des bons documentaires sur Netflix pour regarder dans mon canapé. Tu nous l'as dit, donc tu as participé jusqu'à aujourd'hui à 3 éditions différentes du Vendée Globe avec des issues elles aussi différentes. Qu'est-ce que toi tu trouves de commun et aussi de différent à chaque fois que tu reviens sur un départ de Vendée Globe? Qu'est-ce que tu retrouves avec plaisir et quel est le petit supplément d'âme que tu as qui fait que ce que tu vas aller chercher en 2024 sera différent de ce que tu étais allé chercher en 2020? Comment tu composes finalement cette envie-là? Je pense que ce qui reste pareil, c'est que le Vendée Globe, c'est la course le plus extrême et le plus dur du monde. C'est le seul qui fait le tour de la planète sans escale, sans assistance, tout seul sur un bateau. Et ça, en soi, c'est une challenge qui est incroyable, mais aussi, en même temps, c'est un privilège d'avoir l'opportunité d'aller faire ça. Donc, c'est ça qui m'attire et ça m'attire encore. Peut-être aussi le côté compétitrice, l'envie d'apprendre et progresser. J'ai pas encore gagné. J'ai fait 4e, donc j'ai fait la preuve que je peux performer et que je peux faire ça bien. Donc il y a une petite envie en moi de revenir et faire encore mieux que la dernière fois. Et puis, ce que j'avais dit avant, c'est que chaque Vendée Globe, ça ne ressemble pas du tout. Et c'est ça le défi du Vendée Globe, c'est que quand on part, on ne sait pas ce qui va nous arriver. On part avec un énorme point d'interrogation au-dessus de la tête. Et c'est ça aussi qui fait un peu pétiller, un peu ça fait peur aussi. Et c'est ça qui donne envie de partir, d'affronter en fait tous ces challenges où c'est... Je dis, il y a les choses qui font peur, mais il y a aussi les choses, les joies, les choses incroyables qu'on va vivre sur cette aventure-là. Et c'est hyper dur à décrire aux gens qui ne l'ont pas fait. Une des choses que je dis, c'est que quand je pars sur un Vendée Globe, on fait le tour du monde. Donc, normalement, on quitte la Terre au Sable d'Olonne et on ne va pas retoucher la Terre jusqu'au Sable d'Olonne. Sauf qu'en réalité, je ne sais pas, c'est 50% des concurrents qui abandonnent, qui n'arrivent pas à finir. Donc, quand moi, je prépare à partir sur le Vendée Globe, je prépare ma petite valise pour l'arrivée, qui est dans 2 mois et demi. Donc, c'est un peu dur à préparer quelque chose dans aussi longtemps. Avec le polo Initiative K, le jean, mes baskets, ma trousse de toilette, mon pyjama, la valise du week-end. Et je prépare ça. Et puis, quand je quitte le Chenal des Sables d'Olonne, j'ai l'image de cette valise et je me dis, mais où est-ce que je vais le voir? Parce que dans ma tête de compétitrice, que je vais faire ça bien, je vais arriver, ça doit être au Sable d'Olonne, mais on sait très bien que la probabilité de la course, ça peut que je vois cette valise en Australie. On ne sait pas en fait où est-ce qu'on va finir, qu'est-ce qui va nous arriver. Et c'est une façon d'essayer de décrire un peu cette point d'interrogation aux auditeurs.
Ouais, c'est à la fois ce que tu dis, c'est paradoxal, ça peut être à la fois préoccupant et puis en même temps ce que tu viens chercher finalement dans ce type d'aventure. Tu as parlé de ton équipe là tout à l'heure, un des piliers, si ce n'est pilier, c'est David Sino, qui est le team manager d'Initiative Cœur, qui est aussi le directeur général de l'entreprise. Quel rôle il a en amont de la course et puis plus particulièrement pendant la course, et à quel point votre relation est suivie tout au long de l'année? Est-ce que c'est une personne à qui tu parles tous les jours? Est-ce que c'est vraiment, il y a des pics au gré de l'approche des grands rendez-vous que vous avez? Oui, ouais, le team manager, c'est quelqu'un qui est important, qui mène l'équipe, qui gère les budgets, les relations avec les sponsors. Donc, c'est quelqu'un très important dans l'équipe pour Structuré? ouais, structurer et pour maintenir un peu la direction et qui nous aide aussi à soulager les skippers avec tout ce qu'on doit faire pour mener nos projets. Et pendant la course, tu as l'impression que c'est un peu l'extension de toi-même? À quel point ça t'accompagne et ça t'aide? Est-ce que tu peux te sentir, paradoxalement, même si c'est à des dizaines de milliers de kilomètres, est-ce que tu peux sentir cette proximité? Est-ce que c'est rassurant de savoir que tu as une voix qui t'écoute et des gens qui, au loin, œuvrent pour toi et pour t'aider, quelle que soit la façon d'opérer? En fait, dans la course, ce qui est important pour nous, c'est dans la course et même avant, j'ai dit que nous, on a la chance d'être tout seul sur le bateau, mais on peut pas faire ça sans notre équipe. Et donc, quand je pars un peu avec toute mon équipe avec moi. Et eux aussi, ils sont là pour aider. Sur le Vendée Globe, c'est assez particulier puisque c'est une course sans assistance, sans escale, sans assistance. Donc, on n'a pas le droit d'avoir quelqu'un qui nous aide stratégiquement ou pour la performance. Donc, j'ai pas le droit d'appeler mon équipe pour demander parce que j'arrive pas à régler une voile ou je ne sais pas quelle voile à mettre ou je ne sais pas s'il faut aller à fond dans la tempête ou contourner pour éviter. En fait, toutes ces décisions-là de la performance et de la stratégie et le météo, on doit faire nous-mêmes, seuls sur le bateau avec les infos météo et avec ce qu'on a appris en préparation avant la course. Par contre, si on a des problèmes techniques à bord, donc par exemple, problème de pilote automatique ou une panne dans les systèmes hydrauliques de la quille, par exemple, là, on a le droit à consulter notre équipe technique. Donc, c'est là où on a une relation assez proche avec toute l'équipe et surtout les techniciens. Chacun il a un dossier sur le bateau, donc si c'est électronique ou la composite ou les voiles, l'agrément. Et chaque personne dans mon équipe il spécialise dans chaque domaine. Et si j'ai un problème, en fait, je rentre en contact direct avec eux pour qu'ils m'aident à solutionner des problèmes techniques à bord. Donc, qui est assez dur parce que il peut pas mettre les mains dedans. Donc, avant qu'on parte, on travaille beaucoup ensemble. J'essaie de passer un maximum de temps avec chacun de l'équipe technique pour apprendre à faire, par exemple, la strat, pour apprendre à apprendre tout le système hydraulique, de comprendre toute l'électronique, l'informatique du bateau. Donc, j'essaie de tout apprendre. C'est là où j'ai ma diplôme d'ingénieur est assez pratique. C'est parfois frustrant parce qu'on a envie d'apprendre beaucoup, sauf qu'on n'a pas le temps d'être spécialiste dans chaque domaine. Et c'est là où c'est super important d'avoir cette confiance avec son équipe parce que on doit dire ok, bon, je peux pas passer du temps pour être aussi spécialiste que lui, mais par contre je dois le comprendre et lui il doit me comprendre un maximum pour que quand on est à distance sur un téléphone satellite qui parfois marche pas très bien, que il peut me guider dans une réparation ou peut-être pas forcément j'ai la bonne pièce. Donc parfois on doit réparer les choses, on n'a pas la pièce remplaçant, on doit être assez... il faut inventer Créatif, les choses ouais. créatives. Ouais. C'est là où cette confiance doit être travaillée beaucoup en amont dans les années avant le Vendée Globe et de bien connaître l'équipe et pour qu'eux, ils peuvent m'aider. Et pour eux aussi de pouvoir faire ça sans que c'est trop stressant parce que parfois on travaille ensemble pour préparer l'expert, l'équipement du bateau. Puis ils stressent que dire si Sam a un problème et que j'ai pas mis les bonnes pièces. Donc parfois je pense que c'est plus stressant pour eux à terre parce qu'il peut que aider par message ou par voix. Il peut pas mettre les mains ou me passer un outil ou quelque chose. Tout doit être préparé avant. Et c'est là où je pense que toute l'équipe est partie avec moi, un peu dans le stress. Et pendant les 2 mois et demi, ils sont à terre, certes, mais ils sont pas tranquilles. Il y a plein de paramètres qu'on ne maîtrise pas, tu l'as réexpliqué. Si on s'attache aux choses que tu maîtrises plus intrinsèquement, c'est quoi les qualités qu'il faut avoir pour espérer finir un Vendée Globe?
Pour faire un bon Vendée Globe, je pense que les qualités, il faut avoir, faut être patient. Parfois, il faut attendre longtemps pour avoir du vent, être très, très motivé, passionné, engagé. Il faut pas avoir peur d'être tout seul pour longtemps. Donc, ça, c'est important de pouvoir se gérer seul sur un bateau. Peut-être un peu bricoleur, oui. ça aide beaucoup. De pas avoir peur de la hauteur, parce que parfois, il faut monter dans le mât. Est-ce que physiquement, il y a des choses en particulier auxquelles il faut être attentif, qu'il faut soigner particulièrement? Peut-être c'est ça, d'être à l'écoute de soi. Le plus que la course est longue, le moins un peu poussé dans le rouge tout le temps. Donc, un peu comme il faut être à l'écoute de son bateau, parce qu'il faut... nos bateaux, c'est les machines qui sont très puissantes. C'est violent. Il y a un fil rouge qu'il ne faut pas dépasser. Il faut savoir mener son bateau et pas le casser avant la ligne d'arrivée, mais quand même pousser assez proche de ses limites. Et c'est là où il y a le sens marin, l'expérience qui compte pour beaucoup. Et je pense qu'il faut aussi faire la même chose avec soi-même, parce que de rester en forme sur un bateau pendant 2 mois et demi où on mange pas forcément des fruits frais, légumes, on essaie de faire une alimentation J'ai vu que tu fais de la assez... salade quand même sur ton bateau. Oui, j'ai fait pousser les graines, ouais. Ça marche sur certains endroits de la planète, mais on est dans un état de fatigue, pas forcément le mieux nourri. On ne marche pas beaucoup, donc au niveau musculaire, le corps il change, on devient un peu asymétrique à force de wincher, utiliser les bras tout le temps et quasiment jamais les jambes. On fragilise notre corps et il faut le maintenir et être vraiment à l'écoute pour ne pas se blesser pendant le tour du monde et rester en forme et en forme aussi dans la tête jusqu'à l'arrivée. À quel point c'est possible de définir une stratégie en amont? Il y a plein de paramètres que tu ne maîtrises pas. J'imagine que la météo est quand même un des facteurs les plus perturbants et inanticipables. À quel point tu peux te donner un cadre? Est-ce que c'est aussi simple que se dire que tu vas partir plutôt modérément, être prudente au début, ou tu as déjà des grandes directions? À quel point c'est possible d'anticiper une stratégie? La stratégie est une stratégie un peu comme ça. Comment est-ce que j'attaque? Est-ce que je suis prudente? Ça, on peut réfléchir bien. Par rapport à la météo, ça dépend un peu les modèles et les situations au moment de départ. Au niveau de météo, on a des prévisions météo qui sont assez fiables à 5 jours. Donc, on a une vision pour la route qu'on va prendre un peu pour les 5 jours à venir et pour la stratégie, la performance, mais aussi pour éviter les dangers, soit les énormes vagues, soit du vent trop fort. Il y a plusieurs stratégies à regarder dans la stratégie en soi. C'était quoi, toi, ta plus grande appréhension avant de prendre le départ? Est-ce que la peur, c'est quelque chose que tu vas à tout prix préserver et avoir en tête pour t'aider à te maintenir en vie et c'est important pour toi? Est-ce que c'est au contraire un sentiment que tu essayes de repousser, de mettre loin de toi? Pour moi, je sais qu'il y aura des moments où je vais avoir peur et il y a des moments qu'on peut contrôler. Par exemple, c'est assez effrayant à mener nos bateaux dans du gros temps parce que les bateaux sont puissants. On peut passer dans des conditions assez féroces. Ça, c'est un peur qui est presque maîtrisable parce que je peux décider moi-même d'aller affronter ces conditions-là avec mon équipe technique avec moi ou avec d'autres marins sur mon bateau pour me rassurer que moi et mon bateau, on est capable de faire ça et d'apprendre à mener le bateau dans ces conditions. Donc, il y a des peurs qui sont un peu maîtrisables. Donc, j'essaie de limiter, en fait, en entraînement, de réduire, en fait, toutes les peurs qui sont possibles. Par exemple, pareil, de monter dans le mât. Ça, c'est assez impressionnant aussi. Mais est-ce que ça peut s'étioler avec la perte de lucidité au gré des journées qui passent? Est-ce que tout ce rationnel que tu as, est-ce que tu es encore en capacité de l'avoir quand ça fait 60 jours que tu es en mer et que physiquement, est-ce que tu peux aborder de la même façon? Enfin, en gros, est-ce qu'en la théorie et la pratique, est-ce que c'est applicable? Forcément, le plus qu'on est fatigué, mal nourri, avec la pression de la course et qu'on des mois sur l'eau, toute seule sur un bateau, c'est sûr que les émotions deviennent multipliées et le peur et la joie. Donc, il faut essayer de savoir tirer sur les positives et utiliser encore plus et maîtriser les émotions négatives. C'est un travail mental. Je travaille actuellement avec un préparateur mental et j'ai fait une séance avec lui d'ailleurs juste avant midi, manger ce midi. Pour te préparer pour l'interview. Oui. C'est sûr qu'il y a des moments et je pense qu'il faut accepter qu'on va avoir peur aussi parce qu'il y a des gens qui disent « Ah non, mais j'ai jamais peur ». Ça, il ne faut pas voiler ce qui va arriver. Donc, il faut dire « Oui, je vais avoir peur, comment je vais gérer ?» Et il y a des moments où c'est l'instinct de survie et il peut avoir les choses et moi, j'essaie de préparer au mieux pour toute éventualité et puis à la fin, on dit ouais, la peur, parfois, c'est une émotion qui nous aide
quand c'est vraiment la crise, à survivre. Et que c'est grâce à ça qu'on a les bonnes actions quand il faut. Il ne faut pas zapper toute son énergie à avoir peur d'avoir peur. Sinon, on va mal naviguer. Donc, il faut accepter et mieux gérer les moments qui sont possibles à gérer. Et puis, essayer d'éviter les situations. Parfois, on peut aussi. On est le 8 novembre 2020, on est en plein confinement, c'est une période qu'on a un peu oubliée aussi, mais c'était une période très particulière. C'est le moment de te lancer. Est-ce que à ce moment-là, le mot qui te vient en tête, c'est pourquoi ou est-ce que c'est surtout enfin? C'est surtout enfin et juste qu'on a eu beaucoup de chance de partir puisque il y avait beaucoup d'événements et sports qui étaient annulés avec le Covid et j'ai vécu ça comme une chance de vraiment partir et un privilège et presque à culpabiliser qu'on a eu la chance de cette liberté quand tout le monde était confiné. Mais j'ai ressenti aussi un besoin de la part de tout le public qu'on parte pour qu'on pouvait partager avec tout le monde qui était confiné cette aventure. Tellement besoin de vivre par procuration au moins ces beaux événements à la distance. C'était de rares moments positifs et de plaisir dans cette période quand même qui a été compliquée pour tout le monde. Alors ça n'existe pas, mais si on devait dessiner une journée type, admettons sur une journée où il n'y a pas des conditions qui sont plutôt favorables, ça ressemble à quoi pour toi, même s'il n'y en a pas de pareil, c'est une certitude. Est-ce qu'il y a quand même une trame un petit peu ou des cycles qu'on peut retrouver dans une journée? Oui, dans une journée sur le bateau, il y a une journée un peu définie par les fichiers météo. Donc, nous, on travaille beaucoup tous les jours sur la stratégie ou comment on va trouver la route le plus rapide vers le prochain waypoint. On reçoit 4 fois par jour des fichiers météo, donc on passe beaucoup de temps autour de ces sorties de fichiers à mouliner sur l'ordinateur. Donc il y a pas mal de bureaux dans le bateau. Pendant ce temps-là, il y a toujours les voiles à régler. Donc tout ce qu'on fait sur le bateau, tous les 5 minutes, la tête est dehors pour vérifier que les voiles sont bien réglées, que le pilote, la barre est optimisée et que le bateau avance le plus vite que possible. Après, on contourne la planète, donc il y a un décalage d'horaire qui se forme. Donc nous, on a 2 horaires sur le bateau et il y a l'horaire des fichiers météo qui est le temps universel. Donc ça, c'est le jour, ce travail bureaucratique qui tourne autour de ces horaires universels. Et puis il y a les horaires locaux, donc ça, c'est le soleil qui se lève. Donc là, on prend le petit-déj, à midi, on mange. Ouais. Donc le corps humain a besoin ou fonctionne le mieux avec le soleil. En tout cas, j'ai appris ça. Donc moi, j'ai essayé de respecter les heures de repas et aussi le sommeil. Donc, nous, on est en course. Donc, on n'arrête pas ni pour manger ni pour dormir. Donc, on ne peut pas toujours dormir que la nuit. On dort quand tu vas bien, quand on n'a pas autre chose à faire. On fait des siestes la journée, mais les siestes la nuit sont forcément plus récupérateurs. On essaie de privilégier les horaires de nuit pour vraiment bien récupérer sur les siestes, mais parfois il y a les nuits où on n'arrive pas à dormir parce qu'il faut manœuvrer. Donc le sommeil, c'est un peu quand on peut. Une Par sieste, c'est contre, combien de temps? Une sieste, ça peut être 20 minutes. entre 10 minutes et maximum 1 heure ou 1 heure et demie si vraiment je suis loin de la Terre et les conditions sont très stables. Quand on se repose et on essaie d'y connecter un petit peu du bateau, l'important c'est de dire que le bateau, il va me dire si quelque chose ne va pas. Et c'est la clé du repos, sieste ou juste se détendre un petit peu. Donc avant que je fasse une sieste, je vérifie que les alarmes sont bien réglées. Les alarmes de performance, les alarmes de collision potentielle et des alarmes de surcharge sur certains capteurs sur le bateau. Donc, il y a beaucoup de gestion d'alarmes pour pouvoir laisser le bateau et se reposer un petit peu. On a aussi tous les jours un job list. Donc, on surveille le bateau. Il faut vérifier comme c'est une pièce mécanique ou beaucoup de pièces mécaniques. Dès qu'on peut, selon les conditions, on fait un tour du bateau pour vérifier visuellement et aussi parfois avec d'autres techniques qu'il n'y a pas d'usure ou il n'y a pas de problème potentiel parce qu'on essaie de détecter la usure et les casses mécaniques avant que c'est quelque chose de catastrophique et ça arrive tout le temps. Donc on garde toujours un œil sur le bateau et on a une petite liste aussi des petites bricoles à faire quand les conditions permettent. Et puis avec le projet Initiative Cœur, c'est important aussi le partage. Donc j'essaie de trouver un moment dans la journée de raconter un peu ce qui se passe et envoyer un petit message ou un petit vidéo. Ton moment de grâce absolu dans une journée, celui que tu préfères, ça va être quoi?
Le moment que je préfère, je pense que c'est juste avant le lever, l'aube. Ouais. Juste avant le lever de soleil, quand on commence à voir les lueurs de jour sur les nuits claires, j'adore ça et je trouve que c'est un moment un peu privilégié parce que c'est peut-être le moment où le plus de monde dort et le moins de monde vivre ça. Donc on se sent vraiment privilégié de vivre ces moments-là. Le début de course, les premiers jours ont été assez compliqués. Comment tu as vécu ce démarrage? Tu as trouvé ça difficile? Sur le Vendée Globe, non, le début de course, oui, on a eu des conditions un peu difficiles au départ. J'ai eu quelques petits problèmes techniques, mais non, j'étais assez très motivée. Je vais que j'ai bien navigué et j'étais assez dans le match. Donc, j'ai des super souvenirs de vraiment me régaler avec la stratégie, la compétition, de me pousser à fond et le bateau. Et c'était des super souvenirs de régate, de course et compétition. Un peu plus de 3 semaines après le début de la course, il y a Kevin Escoffier qui a activé sa balise de détresse. On te voit dans le film qui documente ta course, à quel point ça a pu t'impacter, ça bouscule vraiment, ça chamboule et ça met une surcouche d'angoisse sur soit sa propre destinée et puis un peu sa fragilité dans cet océan. Forcément, bien sûr, le pire, c'est que quand il active la balise, je pense qu'il se passe 18 heures où on ne sait pas s'il est... Bon, avant que Jean Le Cam le récupère, donc il y a cette angoisse-là et on essaie de se connecter tout le temps, d'avoir les nouvelles plus vite et on imagine juste lui tout seul dans son radeau de sauvetage et l'énormité de ça et la tâche d'essayer de le trouver aussi pour les bateaux qui étaient le plus proches. Un peu aussi de désespère de dire ouais, qu'est-ce que moi je peux faire pour aider puisque jusqu'il est trouvé la course je pense pour tout le monde on met tous la course en stand-by. On est tous là à demander à la direction de course qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je vais parce que jusqu'il est trouvé nous on arrête de penser à autre chose. Tu passes un peu plus tard le Cap de Bonne-Espérance et puis le 2 décembre il y a une sirène qui retentit dans ton bateau. C'est quoi ta première pensée? Est-ce que tout de suite tu mesures, enfin je pense qu'il y a eu un impact qui a été assez fort, donc même physiquement tu as été bousculé, tu as été en contact avec un ovni. Tu mesures immédiatement que c'est quelque chose qui va être très problématique? Bah oui, parce que c'était pas une sirène. En fait, j'ai navigué très très vite et j'ai surfé une vague et le bateau il s'est arrêté, mais comme si on roulait avec une voiture à 30 à l'heure dans un mur. J'avais l'impression dans le film qu'on entendait une alarme en fait qui se déclenchait au moment de l'impact. Oui, ouais, ça c'est après, mais non, c'est un impact violent qui vient de nulle part, donc on n'attend pas de tout ça et j'étais projetée dans le bateau mais surtout j'ai entendu le bruit du carbone le bateau qui s'explose en fait avec l'impact de cette collision, donc oui, tout de suite je savais que c'était quelque chose de très grave qui se passe et moi j'étais projetée assez loin, donc j'ai eu aussi j'ai cassé les côtes, j'ai rendu compte après, mais j'ai eu très mal dans le collision. Tu fais tout de suite le diagnostic, en tout cas dans le film qui documente ta course, on a l'impression qu'immédiatement tu te dis que la course est finie. En fait, immédiatement, je sais que j'ai touché quelque chose avec la quille du bateau, la quille qui fait la stabilité du bateau, et que j'avais un autre skipper qui a eu la même collision par la suite, qui a tombé. Et là, le bateau, il peut chavirer. Donc, au moment de collision, je ne sais pas si la quille va tomber. Donc là, c'est vraiment l'instinct de survie qui se met en route et je vais vite pour stabiliser le bateau pour... Si jamais la quille va partir, que le bateau il est le plus secure possible pour pas perdre le bateau. Après, donc j'ai ralenti le bateau, j'ai enlevé toutes les voiles et puis je suis allée surveiller et j'ai vu tous les dégâts. Mais heureusement, la quille était encore bien attachée. J'ai eu de la chance là-dessus. L'équipe il avait bien renforcé le bateau suite aux collisions de l'autre skipper et on a appris de son malheur. Donc mon bateau était plus costaud et donc j'ai pu me rendre compte que le bateau était trop cassé pour continuer la course. Les dégâts étaient trop importants de pouvoir faire quelque chose moi-même tout seul en mer, mais que quand même, j'étais pas en danger immédiat de perdre le bateau. Mais cet accident, il t'amène aussi à peut-être reconsidérer ton envie de naviguer, d'être skipper. Il y a certes l'accident, mais tu questionnes finalement un peu le sens de tout ça. Bah oui, bien sûr, parce que ça, c'est quelque chose qui, quand on a une collision comme ça, c'est impossible à prévenir. C'est impossible d'éviter, donc c'est vraiment pas de chance. Je pense que la probabilité d'avoir une collision comme ça est très très basse, heureusement, parce que sinon on n'y aura pas. Mais sur le moment, oui, je me dis, mais avec tout l'effort qu'on a fait, toutes les années de préparation, tout l'investissement de ma part, mais aussi de tout le monde, les partenaires, et tout ça pour ça, quelque chose que
on ne peut pas prévenir qu'il n'est pas notre faute. Je dis, mais ce sport, c'est stupide et j'arrête. Parce que je jugeais ça trop juste pas Injuste, de chance. ouais. Injuste, injuste, c'est le mot. Et donc, j'ai pris ma retraite à ce moment-là. Et j'ai décidé que j'allais être maman à la maison et aller chercher mon fils tous les midis pour lui faire manger à la maison. C'est quoi les mots que tu as envie d'entendre là, à ce moment-là? Est-ce que tu as envie d'abord de vivre ça pour toi ou est-ce que très vite tu as besoin d'avoir les mots de l'équipe pour aussi t'accompagner, peut-être aider à être clairvoyante sur l'issue à donner? Je trouve que tu as une très belle formulation dans le film qui est que c'est la fin de ta course, mais c'est peut-être pas la fin de ton tour du monde. Oui, bah, après, c'est là où j'ai eu de la chance parce que déjà le bateau n'était pas perdu et la quille était encore attachée. Et j'étais pas loin de la terre, donc j'ai mis 2 ou 3 jours pour arriver à Cape Town. Et pendant ces périodes-là, j'ai pu bien réfléchir et j'ai eu le temps de dire, ok, quand même, c'est génial ce que je fais, cette opportunité est magnifique et que la course est finie, mais j'ai encore un bateau, un mât, les voiles et je peux finir le tour du monde, même si je ne suis plus dans les classements. Et ce temps-là, il est très bien et j'ai, oui, le soutien forcément de l'équipe qui, surtout, ils m'ont rassuré parce que j'avais des dégâts sur le bateau qui étaient assez importants. J'étais quand même très loin dans un milieu assez hostile, donc le soutien de l'équipe, le travail qu'ils ont fait avec les ingénieurs pour m'assurer que je pouvais avancer quand même avec le bateau jusqu'à Cape Town en sécurité. Ils m'avaient donné les limites de vitesse à ne pas dépasser, les choses pour pas aggraver la situation. Donc j'avais une assurance 24/24 de mon équipe qui était à ce moment super important. Et puis des mots des autres navigateurs, parce que c'est là où souvent quand on a ces incidents comme ça, même si c'est pas notre faute, on culpabilise, on dit mais qu'est-ce que j'ai fait, c'est ma faute, j'aurais dû pas emmener tout le monde avec moi sur cette aventure-là. Et puis, c'est des mots des autres, et surtout des autres marins. Donc, j'ai eu un super message d'Isabelle Autissier, qui a aussi fait une escale à Cape Town lors de son Vendée Globe pour réparer un safran qui était cassé. Et elle a reparti aussi à finir hors course il y a quelques années avant. Donc, elle m'avait envoyé un super message. Et c'est les messages comme ça des personnes inspirantes ou des marins qui me rassurent en fait que je ne suis pas la seule et ça aide à relativiser et ça aide à ne pas baisser les bras et de continuer. Et puis ton engagement aussi, j'imagine, pour Mécénat Chirurgie Cardiaque et aussi tous ces enfants auxquels tu penses. Et Ah ben oui, voilà, bien cet sûr. objectif Bien qui était sûr, de tuer 60 enfants c'est initialement. les premières pensées, c'est de dire c'était pour l'association et je dis mais surtout pour eux, c'est pas juste. Je veux sauver les enfants. C'était tellement important pour l'association que je finis la course que je me suis mis une énorme pression aussi de naviguer sagement, de pas trop tirer sur le bateau, de mener mon bateau pour y aller jusqu'à l'arrivée, pour pas risquer d'abandonner la course si j'avais trop tiré sur mon bateau. Et là, je me dis que c'est pas juste parce que c'est pour les enfants, c'est pas ma faute que j'abandonne. Donc là, c'est sûr que pour eux, c'était super important de continuer. Et là, c'est génial parce que et pour les enfants, de continuer, j'avais cette raison de repartir parce que c'était possible de continuer à partager l'aventure et sauver les enfants. Et aussi, pour moi, je voulais continuer. Et sans la compétition, ça aurait été très, très dur de faire ce tour du monde en étant un peu... j'ai eu peur, donc j'étais un peu terrorisée de repartir. Et d'avoir cet objectif de voir les enfants sauvés, une sorte de compteur, c'est un peu un remplacement pour le classement. Donc j'avais plus de compétition, mais j'avais quand même un objectif à suivre. Donc c'est pour la petite compétitrice en moi, ça me donnait un vrai raison à partir. Et même à Cape Town, mes partenaires, c'est pas que moi qui ai eu peur, parce que mes partenaires aussi, ils ont vu que c'était une collision assez spectaculaire et que eux aussi, ils ont eu peur et ils se sont posé la question, est-ce que c'est raisonnable que je repars? Et à un moment, ils voulaient me freiner en disant, mais ils voulaient pas me mettre la pression de partir. Ils voulaient être sûrs que ça venait pas de la pression du projet que je parte. Et je dis, mais non, de toute façon, je suis obligée pour l'association. Donc, c'est pour ça que j'ai réussi à convaincre aussi les partenaires que c'était raisonnable de repartir et avec cet objectif-là, de continuer à sauver les enfants.
Comment se passe ensuite la suite et la fin de ton tour du monde une fois que tu es parti du Cap? Est-ce que tu es d'autant plus attentive aux signaux? Je crois qu'il y a Taki qui te rejoue encore un peu des tours, qui fait un bruit qui pourrait être susceptible de t'inquiéter. Est-ce que tu surinterprètes un peu plus ou est-ce que ce premier chapitre, il est clos et c'est c'est pas une nouvelle course, mais en tout cas, c'est un nouveau chapitre qui démarre et tu le vis pour ce qu'il est? Bah, c'est rigolo parce qu'on parle comme si à deux coups de repartir, c'était la fin. Et c'est là où même moi, j'ai tombé un peu dans le piège de ça, de ok, bon, je vais partir hors course et puis c'est fini. Ça va être facile, entre guillemets, il n'y a plus de course, je vais être tranquille. Mais quand même, je suis partie pour faire 3/4 d'un tour du monde avec tous les hauts et les bas qui viennent avec. Sauf que j'ai plus compétition, plus de bateaux autour de moi. J'étais pas loin de l'arrière de la flotte, donc j'ai eu de la chance de rattraper quelques bateaux et je me sentais moins seule une fois que j'avais retrouvé le paquet. Ouais, mais quand même, c'est loin. J'ai eu peur et donc j'ai mis du temps à surpasser en fait les événements et de me réconcilier avec mon bateau et le mer du Sud et ces foyers-là. Et puis j'ai eu aussi d'autres problèmes techniques à gérer et tout ça sans la motivation de la course. Et c'est pas pareil. Quand on n'a pas l'adrénaline, on n'a pas les autres concurrents à côté, on n'a pas le classement à jouer. On se pose vraiment les questions pourquoi on est là. Et heureusement, je sauvais les enfants, donc j'avais une réponse, mais c'était encore plus dur que j'avais imaginé quand je me suis dit que je vais repartir. Et par contre, j'ai eu un regret parce que je pense à vivre ces expériences-là, ça nous rend encore plus forts. Et c'est un peu pour ça que je voulais absolument finir mon tour du monde. Et je pense que le plus que c'est dur à vivre, le plus qu'on grandit et le plus qu'on apprend et le plus qu'on gagne pour la suite. À quel moment tu t'autorises à penser que tu vas réussir à boucler ce tour du monde? Est-ce que c'est vraiment quand tu vois la Terre? Est-ce que déjà quand tu remontes l'Atlantique, est-ce que tu te dis que déjà tu as fait le plus gros et qu'a priori ça va aller? Ou est-ce que c'est vraiment dans les toutes dernières heures que tu bascules dans le ça y est, je suis sur le point de le faire? Comme chaque course, c'est dans les toutes dernières heures parce que c'est ça le parti dur de nos courses qui sont très longs avec les bateaux qui se fatiguent parce qu'on tire dessus. Et j'ai eu encore un gros frayeur juste après l'équateur où j'ai cassé l'axe d'une câble qui tient le mât. Donc j'ai failli dimater. Le J2, c'est ça? Oui, j'ai failli dimater à ce moment-là. J'étais obligée de monter en haut de mât pour régler le problème. Et donc c'était encore un signe de usure du bateau et que le bateau était fatigué et que rien n'est joué jusqu'à ce que je passe la ligne d'arrivée. Donc c'était vraiment dur. Et en plus, là, comme j'étais pas en course, j'avais plus l'excuse de pousser le bateau parce que c'est une course et il faut que j'étais obligée de dire non, la seule chose que je dois faire, c'est finir. Donc c'était dur vraiment jusqu'à la ligne d'arrivée. Oui. La plus belle récompense compte tenu du scénario, c'est de finalement atteindre les 102 enfants que tu as été en capacité de sauver, en tout cas les fonds qui ont été levés. L'objectif, c'était une 60aine. C'est des choses auxquelles tu penses. Tu as été en plus accueilli de façon triomphale, on peut le dire, quand on voit les images. Ça doit être extrêmement touchant. Tout ça, c'est des moments de joie pure et on oublie, en tout cas, l'espace de ces moments-là, tout ce qu'on a connu. C'est de la place pour de l'euphorie, de la fierté. Comment tu ressens ça? C'est ça et je pense que si j'avais fini la course en course, j'aurais jamais sauvé autant d'enfants. Donc c'était, oui, la joie énorme d'arriver, de dire que là, oui, on a sauvé 102 enfants, c'est énorme. L'accueil a été incroyable. Après tout ce qui m'est arrivé aussi, j'ai senti, oui, les sensations de... C'était presque une victoire, mais j'étais même pas classée. Donc c'était hyper dur à décrire. Mais oui, c'était clairement une réussite et peut-être le fait que c'était encore plus dur que j'avais imaginé et c'est ça le Vendée Globe aussi, on ne sait pas ce qui va se passer. Et je pense que le plus que c'est dur, le plus qu'on est fier à l'arrivée et c'était le cas avec cette aventure-là. Cette aventure, elle t'a appris quoi sur toi? Est-ce que tu as le sentiment que des choses ont changé, la Sam d'avant, la Sam d'après? Qu'est-ce que tu as emporté dans ton bagage? C'est encore, je pense que chaque fois je parte en course large, tout seul, il y a les choses qu'on ne pense qu'on n'est pas capable et qu'on arrive à faire. C'est ça qui est un peu la drogue de notre sport, c'est que on pense que il y a des limites, le corps humain a certaines limites, et puis quand on se retrouve tout seul sur un bateau au milieu de l'océan, on voit que parfois, parce qu'il n'y a pas de choix, qu'on est capable d'aller au-delà, loin au-delà des limites de peur, de douleur, de dépassement de soi. Et c'est ça qu'on apprend chaque fois qu'on fait une course au large en solitaire. Et oui, c'est pareil, en course, c'est dur à expliquer à ceux qui ne font pas ça.
Tu l'as dit, tu es très pragmatique et très dans l'instant. Est-ce que tu as le sentiment, quand même, une fois tout ça terminé, d'avoir parfois essayé de réécrire l'histoire, le scénario, imaginer avec des si ce que ça aurait pu être autrement, ou est-ce que cette aventure s'est passée de cette façon-là et ça a été l'acceptation une fois à terre, la tête reposée, un peu à froid? Ah bah oui, complètement. Moi, j'aime pas de gâcher de l'énergie à penser à ici, ça, ou à refaire d'histoire. C'est plutôt, moi, je suis plutôt à penser que du destin et que les choses sont faites pour des raisons et de pouvoir aussi apprendre du côté de debrief. Oui, j'ai beaucoup appris de choses, mais oui, je refais pas les histoires de imaginer autrement. Ça, c'est plus qu'est-ce que j'ai appris et puis est-ce que j'ai appris là sur cette aventure-là, peut-être le plus important pour moi, où je me suis mis une énorme pression pour mes scénarios chirurgie cardiaque, pour Initiative K. C'est tellement important de finir la course. J'ai mis une pression sur moi et j'ai eu peur de l'abandon, en fait. Ça, un de ça, mes plus gros peurs, c'est l'abandon. Et là, avec cette aventure-là, avec l'équipe, on a montré que même avec un abandon, on peut faire quelque chose d'incroyable. Donc, je pense que j'ai appris. La chose la plus forte qui est sortie, c'est que j'ai plus peur de l'abandon maintenant. Parce que c'est le destin et que Il y a une autre histoire à raconter. Les choses arrivent pour les raisons et on peut quand même raconter des histoires incroyables et quand même, ça fait partie de l'aventure du Vendée Globe. On parle d'histoire, là, ce qui est intéressant, je pense aussi, tu me contrediras si je me trompe, mais c'est un chapitre qui s'arrête au moment où tu arrives à terme et ça vit encore longtemps, puisque tu as documenté, je pense que tu as été très suivi par les classes, par les écoles, donc tu vas aussi partager tout ça. J'imagine que c'est une autre façon pour toi de prolonger l'extase de ces moments-là et puis de donner du sens à tout ce que tu as fait. Tu as fait un film, tu as fait une BD, et puis de partager avec les enfants tous ces moments-là aussi. Ils font vivre et ils ravivent ce beau souvenir. C'est super important et ça fait partie du cas du projet Initiative K, c'est le partage, parce que c'est grâce au partage qu'on sauve les enfants. C'est beaucoup grâce aux écoles, aux enfants, aux jeunes, tous ceux qui nous suivent. Donc ça fait partie de ma plaisir, un peu mon devoir aussi, parce que je juge que je suis privilégiée de faire ce que je fais et je sais qu'il y a des gens qui rêvent de faire ce que je fais, mais ils font pas pour tout un tas de raisons. Donc si je peux les emmener un petit peu avec moi et partager cette course, ça me fait plaisir et ça fait partie de l'échange pour le privilège de faire ce que je fais. J'ai encore quelques petites questions pour toi, Sam. Si on devait résumer cette aventure en un titre d'une œuvre, d'un film, d'un nom d'album, d'un bouquin, est-ce que tu as une idée d'un titre qui pourrait résumer un peu cette aventure épique ? Du coup, c'est Seul autour du monde, parce que j'ai fait un petit film, j'ai partagé, j'ai eu de la chance d'avoir une équipe de production qui m'ont proposé ça et on a réussi à produire un film qui raconte cette aventure. Très émouvant, je vous le recommande chaleureusement. Il y a une question des dernières rubriques dans le podcast qui est le kit de survie. S'il y avait 3 choses ou 3 idées, sentiments à emporter avec soi pour espérer mener à bien une telle aventure, ce serait quoi ? Là, un bateau, un ciré et les bottes. Okay. C'est un bon point de départ, effectivement. Comment est-ce que toi, tu te projettes sur l'aventure d'après ? C'est quoi tes critères déterminants ? Qu'est-ce qui te fait envie ? De faire mieux que la dernière fois, de continuer à sauver les enfants, parce qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de nous. Et je pense que cette aventure, même j'étais pas classée, c'était une réussite pour tout le monde, pour les enfants, puisqu'on a sauvé beaucoup, 102. Le projet, donc ça, c'était une réussite. Les partenaires, ils étaient super contents, parce que eux aussi, ils veulent sauver les enfants, et tout le monde a envie de continuer. Moi, les enfants ont besoin de nous, et les partenaires aussi. Donc, pour moi, c'est la signe de quelque chose qui marche pour tout le monde, et je suis très, très fière de ce projet Initiative K. Donc, j'ai envie de le porter encore. Pas changer grand-chose, parce que c'est quelque chose qui marche pour une cause qui a besoin de nous, et de faire de mieux en mieux, et prendre la force et tout ce que j'ai appris de dernière aventure pour aller vers l'avant. Donc là, le Vendée Globe dans 13 mois, l'idée c'est de performer mieux que ce que tu as pu faire jusqu'à maintenant, c'est ça, de peut-être viser le podium et puis de sauver le plus d'enfants possible, c'est ça, si Exactement, c'est d'essayer d'aller viser le plus haut classement que possible. Podium, je ne sais pas si c'est atteignable ou pas, mais de mener mon bateau à une performance que je peux être fière et que l'équipe peut être fière, et puis en même temps de
de partager l'aventure et sauver les enfants et emmener le public avec moi autour du monde. À plus court terme, il y a le 29 octobre, le départ de la Transat Jacques Vabre que tu vas faire avec Jacques Boutel. C'est une course que tu connais bien, à laquelle tu as participé déjà 7 fois. Si je ne dis pas de bêtises, tu étais 5e de l'édition d'il y a 2 ans. C'est quoi tes envies là aussi sur cette course ? Donc sur cette Transat Jacques Vabre, j'ai un nouveau initiative car on a mis à l'eau l'année dernière, un peu tardive avant la Route du Rhum, donc c'était une année un peu frustrante où j'ai pas très bien performé. Donc là, c'est de mener ce bateau à 100% de son potentiel, d'essayer de faire une belle perf. Là, on vient de faire la 5e sur le défi Azimut, une petite course à Lorient d'échauffement. Je pense qu'on va viser, d'essayer de rentrer dans les 10 premières. Il y a un plateau exceptionnel avec beaucoup de monde. Il doit y avoir une quinzaine de bateaux qui sont capables de gagner. C'est un bon échauffement pour le Vendée Globe qui va être dans un an. Il va avoir tous les futurs skippers du Vendée Globe. Donc une belle répétition générale. Oui, c'est ça, répétition générale, d'apprendre, progresser. Jack, c'est un très très bon marin qui vient de gagner des Ocean Race. Ça va être un plaisir et je pense que je vais beaucoup apprendre à naviguer avec lui en vue des perfs pour l'année prochaine. Est-ce que tu as un rêve absolu à long terme ? Un rêve absolu à long terme sportivement ou peut-être dans un registre plus personnel, naviguer peut-être avec ton fils plus tard en double. Est-ce qu'il y a un accomplissement de vie que tu vois encore devant toi au-delà de toutes les belles courses que tu connais et qui t'attendent ? Je pense que c'est quelque chose peut-être plus vague, mais c'est quelque chose, je suis depuis toute petite passionnée par la mer et la voile et les bateaux. Et je me suis toujours promis, dès que j'ai commencé à naviguer, à me dire, je vais jamais, j'ai de la chance de faire ça. C'est un privilège. Je ne veux jamais me lever le matin et traîner les pieds pour aller naviguer. Pour moi, c'est ça le rêve à long terme. Et pour l'instant, c'est le cas. J'adore ce que je fais. Et je fais par la passion, pas parce que je suis obligée de gagner ma vie. C'est une motivation, une passion que j'ai de la chance d'imaginer. Ça, c'est mon métier et j'adore ça. C'est mon mission, c'est de toujours... avoir cette passion pour la voile et le bateau et c'est un promis que je me suis fait que pour l'instant j'ai toujours gardé et c'est ça le long terme de continuer à être passionné par ça et je pense qu'un jour je pense que ça va être peut-être le dernier Vendée Globe que je fais en 2024 mais j'ai pas envie que c'est la dernière fois que je navigue ou j'adore tellement ça que je veux rester dans ce milieu de bateau aventure et peut-être tendre plus vers la transmission, d'aider d'autres à accomplir aussi la belles aventures. Donc, oui, de rester toujours passionné par le bateau et la voile et ces aventures. J'ai une dernière question pour toi, Sam. C'est une phrase à compléter. L'aventure, c'est ? L'aventure, c'est un privilège. De pouvoir vivre une aventure est un privilège. Merci beaucoup, Sam. Merci pour ton temps et nos échanges qui ont été absolument passionnants. Merci aussi pour l'engagement et l'enthousiasme dont tu fais preuve et puis cette volonté de mettre à profit tes performances sportives, ta notoriété pour mettre en lumière une si belle cause que celle du mécénat chirurgie cardiaque pour sauver ses enfants. Je mettrai en description de cet épisode les infos pour pouvoir donner parce qu'il y a la possibilité aussi de faire des dons. Donc je mettrai ça dans le lien d'épisode. Je mettrai aussi le lien vers ton film que je recommande absolument. Je te souhaite évidemment bonne chance dans la suite de tes projets donc à très court terme à la fin du mois et puis sois sûr qu'on suivra avec beaucoup d'attention et d'affection ta destinée l'année prochaine au mois de novembre sur le Vendée Globe. On te souhaite évidemment le meilleur. Merci Sam, ça a été un très grand plaisir. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Et pour être sûr de ne manquer aucune aventure épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci pour votre soutien et pour votre fidélité. Et rendez-vous dans 2 semaines pour vivre ensemble une nouvelle aventure épique, évidemment. Et si vous voulez vibrer d'ici là avec des histoires de course à pied hors du commun, courez écouter mon autre podcast, Course épique.